Then I am glad to moderate and to introduce the honorable speakers that we have a really interesting group of speakers today. Je suis très content de vous recevoir The et main avoir ces question of the orateurs session is the territorial très response prestigieux qui vont aborder cette in question the current crisis context. à And the propos des majority réponses of the territoriales à la pandémie, à presentation la of the speakers COVID-19 will et au contexte que approach nous vivons. this La plupart des orateurs thematic session vont from aborder the et s'occuper de presentation cette of session different thématique à travers indicators différentes that are présentations used et in the différents daily work indicateurs to tackle utilisés the problem dans of le travail monitoring quotidien sustainable development of different dimensions of pour sustainable development. aborder la question du Then, développement durable I remind you that pendant during the presentation dans you ce will contexte. access Je vous Spanish, rappelle qu'il y a French, un and service English interpretation. d'interprétation à And l'espagnol, le français et the l'anglais. dynamic of the session will be Et la dynamique de la 10 session 9 minutes presentation for each speaker, sera de and 8, then 9 minutes we pour chaque open a orateur. first group of Et questions and answers ensuite, after nous allons the ouvrir le premier groupe presenting de first speaker, questions-réponses and then a second round of speakers, and suite aux again présentations a session préliminaires. of Et question and ensuite, answers of nous 10 aurons une minutes deuxième each. ronde et une Then session de I now questions-réponses de will have the pleasure to 10 minutes introduce the pour chaque different speakers. orateur. Heriberto Tapia, Maintenant, policy specialist, j'ai le travail de the présentation de UNDP chaque Human Development orateur. Reform Roberto Tapia, Office, spécialiste en politique. Michael Green, Chief Executive Michael Green, Officer of the directeur Social Progress exécutif Imperative, de Social Progress Raya Imperative. Sud, Coordinator of the Presu, Global Alliance for coordinatrice de l'Alliance Post-Conflict globale pour Social l'information de Society, l'évolution dans des sociétés pacifiques, Carlos justes César, et inclusives. Research Carlos Director of the César, Institute directeur established for de the recherche Integration of de Systems of l'Institut Rome des études and pour Project Coordinator l'intégration des of the systèmes de ESPON Rome Territorial et Quality coordinateur Measurement Methodology d'ESPON, Project. projet de méthodologie Then de la mesure de Claire qualité de la vie Medina, Deputy territoriale. Resident Et Representative Claire of Medina, UNDP in Malawi, représentante and résidente Mario adjointe Bichel, du club à Associate Director Malawi, Development Economy et of the Mario University of Bichel, Florence. It's a assesseur pleasure for économiste me de to have l'Université de the Florence. opportunity to discuss and to C'est hear your avec un grand presentation. plaisir que nous Let me allons introduce discuter now et very écouter briefly vos myself. présentations. I am Permettez de me présenter VP of brièvement. Je Research of suis United Cities le and Local directeur des Governments, recherches the des villes et global gouvernements organization of locaux local unis, authorities that we have a representation CGLU, in 140 countries. l'association d'autorités We locales, are one of the main global avec une organizations of représentation local de authorities. 140 pays. Particularly, I was involved in Et the en reporting particulier, je me process suis that impliqué addressed dans le monitoring and processus de localization of rapport, de diseases at présentation de territorial rapports, level de worldwide, monitorisation des representing différents every territoires year au niveau reports local that call towards où des localization pays of de the tout le disease monde ont été to the actual présentés, EDF and science criteria we are promoting the development of voluntary local reviews où and il a été conduct promu platform les voluntary révisions au human niveau des gouvernements translation locaux at an explained et les level différentes localization. révisions And volontaires we are partnering de with chacun des UN Habitat to participants. publish a regular Plus tard, je vais vous guide on expliquer le voluntary local fonctionnement. reviews. Ensuite, nous avons également Then, publié différentes révisions locales this session will concernant les focus on the services. multidimensional Et dimension to cette rescue session human va se development and centrer its impact on the sur la planet, quality of multidimension life, du développement humain. social Nous allons progress, parler de la poverty, qualité de and vie, related du social progrès development. social, Some of the de la presentations look pauvreté at the et des concept of taux de awareness. mesure de chacun d'eux. Others adopt a more Cha- place-based Quelques présentations vont local aborder approach. les concepts locaux et All of them d'autres wonder about vont how utiliser des better approches and plus more locales. comprehensive understanding Nous allons voir comment il est human possible de development and développer well-being une to complement perspective plus traditional complexe needs sur le in the développement development of humain et le growth bien-être based humain. on the SDGs, Nous allons voir indicators quel est le on how progrès to revise, et l'avance revise des sorry, ODD human development indicators to et comment integrate réviser les in the indicateurs framework de of the développement analysis of humain different planetary pour pouvoir systems intégrer de and the nouvelles achievement of perspectives objectives. aux solutions
vis-à-vis des défis après pandémie et l'obtention des ODD. L'approche sur la pauvreté, l'évolution sociale, la qualité de vie, le coût de bien-être et les opportunités de la population. Ensuite, je vais commencer ce débat avec la présentation d'Heriberto Tapia, qui travaille, comme je l'avais déjà mentionné, en se basant sur l'expérience des indicateurs du développement humain et la plus grande pression de la population sur la planète. Ensuite, je vais donner la parole à Michael Green, directeur de l'impératif du progrès social, organisation sans but économique, qui a une approche sur les indicateurs de l'évolution sociale. Et finalement, la dernière présentation de cette première ronde va être de Prayasout, qui va présenter l'Alliance globale pour l'information du progrès dans des sociétés pacifiques, justes et inclusives. Il a coordonné le processus de présentation des rapports des 16 ODD. D'accord. Merci Edgardo de l'invitation. Je vais essayer de répondre les questions du point de vue de la production des rapports. Du dernier rapport concernant le développement humain de l'année dernière, j'ai quelques diapositives pour vous montrer. Et je voudrais savoir si vous m'autorisez à partager également. Et pour répondre à la question et pour comprendre comment le monde reçoit ces importantes pressions, nous voyons les changements en cours, nous voyons l'impact de la COVID et le choc que cela a eu dans différentes dimensions, comme cela a affecté tous les composants du développement humain, non seulement du point de vue de la santé, mais aussi de l'économie, même en termes d'inégalité entre les sexes. Ces chocs vont être davantage plus présents dans nos vies et nous avons besoin de pouvoir les intégrer à la manière dont nous pensons les politiques de développement humain et dans les manières dont nous pensons aux mesures du développement humain. Alors, ces chocs sont tous multidimensionnels et ils sont distribués d'une manière inégale sur le territoire. À présent, nous voyons que c'est une nouvelle ère géologique. Les scientifiques commencent à penser à cette ère d'une manière différente. Pour donner un peu plus de contexte, nous voyons comment certains modes de vie sont en train d'être remplacés, différents à ceux qu'ils étaient il y a 200 ans. Pour vous donner une idée des défis, ce sont des projections sur de chiffres additionnels de la température et comment celle-ci est en train d'évoluer jusqu'à l'année 2100. Cela nous montre comment, vers la fin du siècle, les pays avec un bas développement humain auront des températures additionnelles extrêmes. Cela est beaucoup. Même les pays avec plus de développement auront une réduction de ces températures additionnelles qu'ils ont déjà. C'est un cas des non-atténuations. Et dans le cas des atténuations plus modérées, il y aura un changement. Il y aura une réduction de 50% au lieu du 100% comme dans d'autres cas. Et d'un autre côté,
Tous ces effets ont une distribution inégale. Quelle est la nature de ce problème? Au fur et à mesure que nous nous développons, nous avons créé des pressions sur le monde. Et dans cet axe, nous observons comment sont mesurés ces impacts de l'empreinte écologique par habitant. Nous avons des pays qui ont souffert des pressions plus mineures et d'autres qui ont eu des grands développements humains, mais de grandes pressions sur l'empreinte écologique. Dans cette partie vide du graphique, nous avons les pays avec haut développement humain, mais une faible pression sur la planète. Les politiques de développement nous indiquent également que le taux de développement humain n'est pas suffisant pour les guider. Nous devons guider les politiques à l'aide d'autres indicateurs. Nous devons tout voir d'une manière plus systémique. Et dans ce sens, les inégalités que nous observons et qui génèrent un manque d'équilibre social se déplacent d'une manière cyclique. Ces inégalités exercent des pressions sur la planète, car le coût des avantages n'est pas absorbé, ce qui génère les déséquilibres. Une majeure pression génère des risques en termes de changement climatique, et le plus grand changement climatique produit ces chocs qui affectent également quelques inégalités plus que d'autres. Pour pouvoir aborder ces problèmes, nous proposons une approche combinant l'égalité d'un côté, parce que nous avons besoin de pouvoir aligner adéquatement tous les incentives, notamment pour les secteurs les plus vulnérables. En deuxième lieu, l'innovation, parce que nous avons besoin de solutions nouvelles. Et finalement, le soin de la nature, la préservation de la nature, parce que nous devons valoriser et améliorer le mode dont nous prenons soin de la nature, d'une manière qui ne soit plus anthropocentrique. Le rapport nous propose alors 3 différents types de politiques: des normes sociales, des incentives et des régulations, et finalement des solutions basées sur la nature. Car nos mesures, l'objectif de nos mesures est de fournir des incentives pour nous déplacer vers des incentives et régulations qui identifient mieux les problèmes dans ce domaine. Pour vous donner un exemple, et ce que je vais vous montrer est aussi important du point de vue des statistiques territoriales. Une grande partie de ceci, ça arrive au niveau local, très local. Comme vous pouvez observer, la contribution des différents groupes de revenus. Et ici, nous avons également ces contributions qui montrent les différentes moyennes et marges existantes entre chacun d'eux. Nous avons également la contribution des populations indigènes et natives dans l'Amazonie, dont l'apport est équivalent à l'apport du groupe aux revenus plus élevés. Qu'est-ce qui se passe alors avec les conditions de vie de ces personnes, de ces populations natives qui essaient de protéger la planète? Il existe une tendance très inquiétante quant à la mort de différents activistes écologiques, qui augmentent d'une manière démesurée. Alors, si le taux de développement humain n'est pas suffisant pour agir, nous proposons un taux expérimental
que nous allons appeler taux de développement humain adapté à la planète, qui combine le taux précédent et un taux de pression sur la planète. Ce taux est composé de deux variables différentes. D'un côté, l'empreinte matérielle par habitant et d'un autre, les émissions de dioxyde de carbone par habitant. Toutes les deux se combinent sur cet axe, à l'horizontale, celui du développement humain, et au vertical, celui de la pression sur la planète. Ceci adapte un peu plus la relation entre les pays qui contribuent le plus à la pression sur la planète, c'est-à-dire les pays les plus développés. Et ceci nous montre la différence que nous voyons ici sur cette zone. Pour vous montrer également l'évolution, je vous montre ce graphique avec un axe horizontal du développement humain et axe vertical de pression sur la planète. Il n'y a aucun pays sur la partie inférieure droite de notre graphique et c'est là que nous voulons qu'il soit. Et en effet, c'est ce qu'il faut pour soutenir notre développement humain. Cependant, les pays les moins développés ont une tendance à se trouver à droite, mais aussi très haut. Donc, notre défi est de pouvoir changer cette tendance et probablement, nous allons pouvoir réduire également l'impact de chacun des pays et les implications de leur développement humain sur la population et sur la planète. J'attends alors vos questions. Merci. Merci de votre rapport. Comme je vous le proposais, nous allons demander à tous les participants qui veulent poser des questions de les envoyer à travers le chat. Et nous allons revenir aux questions et les lire toutes et ouvrir un débat sur toutes ces questions. Plus tard, nous allons continuer avec le débat et nous allons donner la parole au deuxième orateur, Michael Green, directeur exécutif de Social Progress Imperative. Michael, c'est à toi. Merci. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous. En ce qui concerne le progrès des sessions, l'indice de développement humain est important et pour trouver la manière de mettre cela dans le débat dans nos sociétés, il faut penser à comment trouver un outil pour prendre de meilleures décisions, comment créer quelque chose qui puisse se transformer en action. Je vais vous montrer, je vais vous partager ce que nous avons fait, quelles sont les qualités d'une bonne société. L'un, c'est qui fournit à toutes les personnes les besoins de base pour survivre, la sécurité personnelle, l'eau et des fondements et des bases pour le bien-être, l'accès à la connaissance des bases, l'accès aux communications et informations, santé et bien-être. Et en troisième lieu, l'opportunité, les droits personnels, l'inclusivité, l'inclusion. Et on se demande pourquoi on fait cela quand il y a les indices de progrès de développement. Je respecte. La brèche que l'on essaie de couvrir, c'est créer un cadre qui va nous faire d'avoir de meilleurs indices, comprenant différentes mesures pour évaluer la qualité de vie, la liberté personnelle, etc. Les revenus
par personne forment partie aussi, mais je pense que ce n'est pas le seul. On peut continuer à parler et trouver un meilleur indice de développement humain, ne comprenant pas beaucoup la bureaucratie. Et on peut le faire en analysant indépendamment de certains indicateurs économiques. Chacun des composants permet de trouver aussi des données de très bonne qualité pour mesurer chacun de ces concepts sous-jacents. C'est ce qu'on fait et c'est comment on développe ces indices. Avant de lancer les objectifs de développement durable, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un alignement avec les différents indicateurs. Et ce qu'on a fait, c'est égaliser les points avec les différents ODD. Je pense que c'est incroyable d'avoir ce consensus global pour savoir comment changer comme société les effets du changement climatique. Mais je suis un peu critique aussi, même si on essaie d'inspirer le monde en tant que nation. D'un autre côté, c'est quelque chose de difficile à communiquer. Et la base conceptuelle, est un peu compliqué pour ces 17 objectifs de développement durable. Je pense qu'il faut reconnaître aussi que ces objectifs sont très importants, sont très pratiques, mais ils présentent beaucoup de problèmes. Alors, ce que nous ressentons avec ces indices, c'est de mesurer de manière pratique la consécution de ces objectifs, car ils sont créés à partir d'autres indicateurs qui sont beaucoup plus utiles. Et c'est le risque que l'on a avec les ODD, c'est qu'on peut terminer par des indices qui ne soient pas mesurables. Ce que nous avons fait avec notre temps, c'est nous avons analysé les progrès des ODD avec les revenus par personne, avec les revenus bruts par habitant. Mais ce n'est pas tous les panoramas. Les revenus bruts ne sont pas la seule chose que l'on doit tenir compte. On doit tenir compte d'autres progrès économiques et d'autres croissances ensemble. Il y a des cas comme la Nouvelle-Zélande, la Costa Rica, qui n'ont rien à voir avec les cas d'Équateur et de la Guinée équatoriale, et aussi le Qatar. Est-ce qu'on est proche d'arriver à cela? On a évalué la plupart de la population mondiale et ce qu'on voit par rapport aux ODD, c'est que oui, il y a des progrès, mais on n'est pas proche de réussir les progrès nécessaires pour que cela puisse se faire. Ce que l'on voit, c'est qu'on va le faire en 2082. Et la COVID a un effet très négatif sur cela. Et cela nous a fait nous retarder, ça a porté un très grand retard. Ce que l'on voit aussi avec l'ODD, c'est que l'on peut utiliser ces objectifs pour encourager différentes actions. Alors, nous nous sommes associés avec différents acteurs dans le monde. Et pour vous donner des exemples comment nous l'avons fait, l'un de ces cas, c'est la Commission européenne qui nous a donné une stratégie encouragée pour donner la cohésion. Nous avons aussi travaillé en Inde avec l'indice de progrès social en différents districts
Et nous avons vu comment on encourageait différentes politiques autour du sexe et de l'égalité. Nous l'avons fait aussi au Mexique en évaluant différents États et en Afrique du Sud. Et nous avons vu comment on réglait différents problèmes. Dans ce cas, ce que nous avons vu, c'est que nous avons fait un détail démographique et nous avons pu découvrir comment les 10 dernières années, le progrès a avancé dans cette région, mais pour d'autres populations comme les plus jeunes, il y a eu du retard. C'est un autre exemple de comment on peut utiliser l'indice de progrès social au niveau des villes. C'est le cas de la Californie. Nous avons vu différents niveaux. Il y a des très grandes différences en ce qui concerne les revenus. Si on évalue des zones comme San José, Silicon Valley, et cela permet d'évaluer comment le budget est planifié pour faire de nouvelles politiques, etc. Alors, on peut aller du niveau global et faire tous les parcours jusqu'au niveau local aussi. Merci beaucoup de m'écouter. Merci, Michel, pour cette approche si intéressante. Et je vois comment on peut aller du niveau comment aller au niveau local. Je vais donner la parole à Praia Sud pour présenter l'Alliance globale pour informer les progrès en société pacifique, juste et inclusive, particulièrement comme le processus de présentation de rapport des 17 ODS. Allez, Praia. Merci beaucoup. Je vous demande de m'excuser du retard. Bonjour. Je suis à partir à New York. J'ai eu des problèmes de connexion, mais me voilà. Merci beaucoup de l'invitation, de la possibilité de présenter. Tout d'abord, je voudrais partager ma présentation sur l'écran. Je vous demande quelques minutes. Une minute, s'il vous plaît. Je n'arrive pas. Here it is. Sorry. Can you see it all? Est-ce que vous voyez mon écran? As Edgardo said, I am representing. Comme Edgardo l'a dit, je représente Global Alliance, l'Alliance pour le dans des cités justes et inclusives, pacifique, juste et inclusive. Il s'agit de comment les multisecteurs peuvent travailler dans l'organisation, le contrôle de l'index, du taux du progrès social. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est. Je vais vous l'expliquer parce que nous utilisons les rapports et cela est associé à ce dont Michael parlait. Les défis et comment pouvons-nous les transformer en réalité. Nous avons une société civile, le secteur privé. Nous nous centrons sur le renforcement, le contrôle des rapports et des mesures, des taux de progrès social. Pourquoi est-ce si important rédiger des rapports? Comme Michael le disait tout à l'heure, ceci peut être vu comme un outil politique, mais les membres ont joint l'agenda 2030. Ils ont fait des révisions volontaires à un niveau très haut quant aux politiques. Moi, je me centre sur l'acquisition de l'action pour voir ce que nous trouvons dans un État, où sont les brèches, où sont les opportunités, afin de pouvoir renforcer les actions. Et nous voyons quelles sont les possibilités. Les villes où tout ceci est exprimé,
et quels sont les points faibles du gouvernement et quelles sont les exigences également pour y parvenir. C'est un outil très utile pour définir quelles sont les parties prenantes qui devraient se réunir pour collaborer. C'est une autre forme de montrer un nouvel objectif avec un sens politique vraiment défiant. C'est un peu controversé lorsqu'il a été présenté, mais il a été approuvé. C'est quelque chose que dans les Nations Unies, on peut parvenir à un soulagement de la pauvreté. Nous considérons l'égalité entre les sexes également. Ça se connecte à d'autres objectifs qui sont nécessaires pour faire de mesure des multidimensions de la pauvreté et du manque d'égalité. Comme je vous le mentionnais tout à l'heure, et je crois que beaucoup d'entre vous le savez, il y a des révisions nationales volontaires, il y a des révisions nationales réalisées de manière annuelle et leur nombre a doublé. Il y a un intérêt accru sur tout ceci, c'est-à-dire l'importance de la révision, des révisions volontaires. Les rapports ont été également améliorés et on a demandé l'engagement de certaines parties prenantes lorsqu'elles viennent à New York. Nous pensons que ces révisions volontaires est vraiment utile, mais nous devons avancer un peu plus. Nous avons la responsabilité de déterminer comment définir les responsabilités, les brèches et quelles seraient les priorités spécifiquement. Concernant l'approche que nous utilisons, nous disposons de cette ressource pour arriver à une société sans égalité et inclusive. Nous allons parler de la localisation sociale. Quelques-uns des défis représentés quand nous parlons de ceci, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas tellement inclusif. Alors, comment les États membres parlaient-ils du capital ? Ils peuvent ou ils ne peuvent pas faire des consultations au dehors des cercles desquels ils font partie. Quelque chose que nous mettons en évidence, c'est le fait de comment créer une solution significative afin de parvenir à une société juste et inclusive dans l'agenda 2030, notamment dans les communautés natives, des endroits où il y a des inégalités. En premier lieu, il faut reconnaître les défis clés et l'informer, mais il faut essayer également de faire un travail là-dessus dans les domaines clés. Et il faut également déterminer comment créer une conscience sur ce progrès. Une fois que l'on participe dans une communauté inclusive, comment maintenir les gens engagés afin qu'ils participent de ce progrès. Ce sont les points où nous pouvons obtenir l'inclusivité des alliances et faire des consultations réciproques qu'une communauté puisse avoir une continuité pendant que ces travaux sont réalisés. Quant à la participation de la CSO, comment faire des consultations à travers des associations, des dialogues. Et c'est aussi une possibilité de s'associer et voir les rapports où, dans les rapports, il y a des points qu'il faut mettre en évidence.
les États ne peuvent pas ou n'ont pas la capacité pour faire des consultations, alors les sociétés civiles peuvent leur donner une différente perspective parce qu'elles peuvent travailler dans les besoins spécifiques, dans des endroits spécifiques dans tout le pays et à travers la société civile. Et ça, c'est une autre manière d'organisation et qui permet aux citoyens de participer également. Je vais parler un peu des défis. Comme les orateurs l'ont déjà dit, il y a beaucoup de défis. Il est vraiment défiant de parler des taux de progrès social, confectionner des rapports. Et il existe une grande sensibilité dans l'entourage politique. Nous pouvons observer comment les associations des données peuvent être construites en connectant les systèmes des statistiques avec les sociétés civiles, avec les gouvernements locaux, les organisations internationales, et aussi la reconnaissance du fait que le progrès social, le taux de progrès social n'ont pas trop d'informations sur la jeunesse et sur plusieurs communautés, par exemple des personnes handicapées. C'est une opportunité de savoir comment travailler avec des organisations pour générer ces données, les collecter afin d'avoir une approche beaucoup plus centrée sur tous ces sujets. J'ai quelques exemples que je peux partager du Guatemala. Il y a des plans de développement local qui s'alignent et à New York, des révisions volontaires ont été réalisées et antérieurement, il n'y avait pas eu de révision nationale à New York. Je vous laisse des indications sur les ressources que vous pouvez trouver en ligne. Merci beaucoup. Les 3 premiers orateurs. Et comme je vous l'avais promis, je voudrais maintenant donner la parole aux participants afin qu'ils puissent aborder ou répondre quelques questions des premiers orateurs concernant comment est l'adaptation de la planète, les taux de développement social et les mesures pour le contrôle et les taux du progrès social, qui est l'un des objectifs les plus ambitieux. Quelqu'un veut lever la main ou faire une question sur le chat? S'il n'y a pas de questions, je vais avoir le privilège de faire des questions moi-même à l'un des orateurs. Je voudrais donner la parole à l'un des participants. Qui voudrait parler tout d'abord? Je donne la parole aux participants. Sylvia. Sylvia, est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a quelqu'un qui a levé la main ou qui veut parler? Edgardo, est-ce que tu voudrais poser des questions? Pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais nous pouvons continuer. Alors, je vais utiliser mon privilège pour vous demander je voudrais respecter l'ordre des orateurs. Nous traversons l'une des crises les plus importantes après la Deuxième Guerre mondiale et l'une des questions que beaucoup de gens essaient d'aborder, c'est comment cette crise, comment pouvons-nous concilier les besoins de récupération économique qui ont vraiment affecté notre société? Quelle serait la transition pour éviter
comment la planète peut nous aider à aborder ces défis, la situation actuelle? Ça, c'est ma question. Edgardo. Quelque chose d'intéressant de cette année, on attend que ce soit l'année avec les indices des PIB les plus élevés. Du point de vue économique, on sait que l'on a des problèmes en ce qui concerne la crise humanitaire, et cela dans plusieurs domaines. Alors, ce que nous faisons là, c'est d'essayer de faire des mesures de différents domaines en ce qui concerne le développement humain pour pouvoir mettre en première ligne des aspects qui ne peuvent pas être capturés par les PIB par personne. Et pour montrer ces mesures, essayer de capturer ce qui intéresse les personnes. Et en deuxième lieu, essayer de relier cela aux politiques qui s'utilisent actuellement. Par exemple, dans les plans de récupération, il faut relier les frais dans les actions de progrès adressées aux personnes, non seulement pour aujourd'hui, mais dans l'avenir. Il faut avoir une responsabilité pour savoir comment sont utilisés ces investissements pour mieux créer quelque chose pour l'avenir. Il faut investir en énergie propre, encourager le respect vers les natifs, et tout cela nous fera une meilleure opportunité pour créer le type de société d'économie dont nous avons besoin dans l'avenir. Je vais me concentrer sur ces deux aspects: meilleures mesures et relier les politiques. Merci, Heriberto. J'ai une question pour un participant. Je le ferai à Michael. Vous avez 30 secondes ou 40 secondes pour répondre à cette question. Après, comment mieux articuler la production des données et les rapports de développement dans les processus de prise de décision et les politiques publiques? Quels sont les défis que ces articulations engagent? Qui voudrait répondre? C'est là. Michael, Praya. Go on. Okay. It's a challenging question. I could put forward some tools that C'est une question qui pose des défis. J'ai quelques outils avec lesquels nous travaillons maintenant. L'un d'eux, ce sont les services domestiques. Nous avons des objectifs particuliers. Dans notre liste d'objectifs, je voudrais vous inviter à réviser des études pratiques. Je sais que le Royaume-Uni a développé une plateforme avec les États et demande aux organisations de remplir ces statistiques et inclure les données. Donc, il y a beaucoup d'innovations quant à la création et la collecte de données pendant la pandémie de la COVID et le confinement. L'une des manières à travers laquelle nous pourrons consulter les données en ligne constitue une opportunité très importante. Et nous n'aurons pas cette opportunité si nous n'avons pas les données. 30 secondes, Michael. Les données sont un problème. Tous les problèmes que nous avons concernant les données, par exemple, les mesures ont été réalisées d'une très mauvaise manière. La qualité des personnes, par exemple, les problèmes mentaux, les données sont problématiques. Il y a beaucoup de données, mais quant à la prise de décision, nous avons des initiatives de données. La prise des décisions et nous voulons savoir comment prendre toutes ces données pour prendre des décisions. Les prendre, les rassembler dans une seule mesure
parce que cela aiderait pour faire une mesure très importante et prendre des meilleures décisions. Je crois qu'il existe des défis, mais nous devons considérer également quelle serait la meilleure utilité que l'on peut faire de ces données. Merci beaucoup. Je vais continuer plus tard. Nous allons passer à la deuxième partie des présentations. Je vais donner la parole à Carlos et à Mario. Carlos, c'est ça? C'est le directeur de recherche de l'Institut des études de l'intégration des systèmes de Rome. Mais il va nous présenter ici le territoire et la qualité de vie, c'est-à-dire les indicateurs de la qualité de vie. Carlos, je te donne la parole. Merci beaucoup, Edgardo, de l'invitation. Je viens d'inclure, de mettre sur le chat les liens, mon travail qui décrit avec plus de détails et de manière synthétique la recherche que le travail que j'ai fait et que je vais présenter, ce que Heriberto a fait et la question des participants pourrait être une très bonne introduction pour ma présentation. Cela n'a pas été accordé et on a ce travail. La mesure de la qualité de vie du territoire, notre approche ici en Europe, nous travaillons depuis l'Union européenne sur la recherche. Nous travaillons sur la recherche. Pourquoi il faut faire des mesures alors s'il y a différents niveaux dans les territoires? Ceci est notre approche. Le progrès des mesures veut dire qu'il y a des apports simples pour décrire cela. Ça serait une réponse complexe. La mesure du progrès à travers le PIB où les indicateurs de progrès ne sont pas suffisants pour aborder ce qui est suffisant pour les personnes. Augmenter la qualité de vie est devenu un objectif clé pour ceux qui prennent des décisions de politique dans les échelles des territoires. Outre l'augmentation des demandes de la participation des citoyens dans les processus politiques, la qualité de vie territoriale peut complémenter les indicateurs de cohésion sociale et économique pour faire des mesures de la qualité de vie dans le développement des citoyens. Nous pouvons intégrer ce que l'on est en train de discuter et aussi l'approche que je vais présenter tout à l'heure, ce dont nous proposons pour inclure différentes dimensions dans toutes les interventions que l'on est ici en Europe pour la génération prochaine en ce qui concerne les plans de récupération et prenant en compte des besoins des territoires avec un plus grand détail. Notre approche vise, qu'est-ce que veut dire la qualité territoriale de vie? C'est quelque chose de général. Il y a beaucoup d'indicateurs que l'on a ici et que nous avons inclus. Comme Michel l'a dit, pour essayer de répondre à la question, pour nous, l'approche n'est pas seulement dans le développement humain, mais si on voit cette description, la qualité de vie territoriale est pour toutes les vies humaines. Cela veut dire la survie et se déployer dans une vie basée sur les différents domaines. Il faut faire des mesures, des capacités de tous les êtres humains. En prenant en compte des conditions économiques et socio-économiques de cet endroit. La règle pour représenter les modèles conceptuels de la qualité de vie
comprend 3 dimensions que je vous présente là. Il y a une sphère personnelle, socio-économique, c'est-à-dire naturelle, et écologique. Ces 3 dimensions, en premier lieu, c'est une bonne vie. Ceci conditionne le niveau territorial. Quelles sont les conditions qui peuvent autoriser, par exemple, les logements et tous les besoins de base nécessaires et tous les éléments de la sphère économique sociale et dans les sphères écologiques liées à des programmes qui souhaitent créer et engendrer des conditions de base pour la vie. Une vie pleine est divisée dans une dynamique et dans des conditions dynamiques qui sont utiles pour maintenir les situations de survie et aspirer à avoir une meilleure vie dans un projet de vie. Cela peut être au niveau personnel, mais ça peut être un principe de vie dans d'autres niveaux et pour d'autres aussi, d'autres êtres humains aussi. Il y a des indicateurs qui mesurent la santé sociale, personnelle, l'économie inclusive et l'entourage aussi, et des indicateurs qui mesurent les conditions pour avoir une meilleure vie, comme l'estime de soi, le développement de la communauté, la confiance dans les domaines sociaux, dans les produits sociaux, et au niveau écologique, garantir les conditions pour atteindre une approche écologique. Cela veut dire que l'on veut utiliser des messages clés pour ces personnes qui sont chargées de créer les politiques. Les indicateurs d'une bonne vie pour les personnes ont une valeur significative. Cela veut dire le besoin d'améliorer les logements, la santé, l'éducation, la mobilité, l'infrastructure numérique et tous les services pour accéder au travail, à la consommation, aux activités culturelles et sociales. Il faut tout cela pour avoir une bonne vie, pour pouvoir venir et non pas partir d'un endroit. Il y a ensuite la croissance personnelle. Cela peut être mesuré. C'est le deuxième travail important. On peut faire des mesures à travers des indicateurs objectifs et subjectifs. Si on a les données, et on peut utiliser aussi des données subjectives. Après, il y a la croissance de la communauté, est aussi important, un sentiment d'appartenance et comment les citoyens, des personnes ou des institutions avec des aspects clés pour un bien-être dans l'endroit. Après, il y a la croissance écologique qui est clé pour la qualité de notre vie. Vivre en harmonie avec la nature exige la mesure d'une amélioration écologique avec de nouveaux indicateurs environnementaux pour contrôler les écosystèmes de santé et la biodiversité dans des secteurs urbains et ruraux. Non seulement à l'air libre. Sur ces concepts, on peut montrer qu'on a développé un outil, c'est comme un indicateur sur la qualité territoriale de vie. Les indicateurs ont été réunis et ont été recherchés au niveau
de l'Europe en trois de ces régions, en trois régions de l'Europe, ce qui équivaut à un sous-niveau sous-régional. Il y a une situation que vous pouvez imaginer, ce sont des données assez pauvres, mais on a fait des efforts pour améliorer les brèches des données, parce que le but de ce process est de montrer comment on pouvait améliorer dans l'avenir. On a appliqué aussi à cette image là, il y a des indices au niveau de l'Europe. Et la dernière chose que je vais vous dire, pour répondre à la réponse du participant, comment compléter cet outil avec des données. Il faudrait avoir une vague d'innovation et de récompilation de données pour cette mesure de la qualité de vie. Il faut relier les citoyens pour faire des mesures au niveau local et combiner les experts et les bureaux de statistiques, les connecter sur des programmes de qualité pour qu'il ait un impact sur la qualité de vie territoriale. C'est la réponse par rapport à cette approche. Merci beaucoup. Merci. Je vais conserver des mots-clés pour savoir comment développer des données et comment avoir une approche plus centrée sur les gens pour la récupération et l'analyse des données, surtout en ce qui concerne les indicateurs complexes. Là, je passe à Claire Medina. Elle est responsable de la planification stratégique de Malawi. Elle va nous introduire sur le concept des points forts des SDG de Malawi. Claire, je te donne la parole. Thanks very much, Edgardo. And I see very well now why you chose the order of the presentations, because I think my presentation follows. Merci, Edgardo. Je vois comment vous avez réalisé les présentations. Elles ont été très intéressantes. Nous allons parler maintenant des points clés des ODD que nous avons utilisés pour mesurer les différents indicateurs de la pauvreté au Malawi. Et nous allons également utiliser d'autres indicateurs des ODD. Nous avons confectionné une carte de la pauvreté et nous avons vu les différentes manières de traitement des données de la pauvreté pour formuler de nouvelles réponses. En principe, il s'agit d'une approche dont l'origine a été des pays de l'Amérique latine, comme la Colombie, et il a été utilisé dans de bonnes initiatives de coopération dans des pays qui utilisaient également des données similaires. Je crois que c'est un moment très différent à cause du contexte, par exemple l'Afrique comme une région pour implémenter cette méthode. Mais en parlant de développement local, nous pouvons appliquer dans deux différents districts du Malawi afin d'évaluer la pauvreté multidimensionnelle. Traditionnellement, ceci était mesuré en observant les revenus en argent. Combien de personnes vivaient avec un certain montant par jour? Quelle était leur consommation? Et cela a été utile, mais ce n'est pas la scène complète. Nous devons considérer d'autres dimensions de la pauvreté associées à l'expérience de vie des personnes au Malawi, leur accès à l'éducation, à la santé, leur niveau nutritionnel et leur accès à l'eau.
Ceci se base sur plusieurs et différentes données. Ce que nous avions fait également il y a quelques années dans un registre universitaire qui est un système alimenté par différentes données et de programmation des données numériques. Et nous les avons intégrées toutes les données dans un seul système. Ensuite, il y a eu plusieurs volontaires sur le terrain qui recollectaient certaines données et les données que l'on obtenait, non seulement à partir de l'État, mais aussi du gouvernement du Malawi. Nous avons eu des données en provenance d'autres agences. Et qu'est-ce que cela nous a fourni? Nous avons parvenu à ma page des différentes zones que l'on peut regarder de manière individuelle pour regarder des indicateurs individuels comme la mortalité, mais nous pouvons également les rassembler et voir comme les différentes dimensions s'entrechevauchent et montrent ces points concentrés qui nous indiquent où il y a les plus grands problèmes de pauvreté. Et de cette manière, nous pouvons utiliser ces données à travers différents taux et en observant directement la carte au niveau national ou au niveau local, où nous pouvons observer différents problèmes qui surgissent, par exemple l'habitation. Et comme vous pouvez l'observer également à gauche, il y a d'autres analyses de données plus complexes que l'on peut voir seulement sur cet indicateur des logements. Vous pouvez voir également un niveau plus individuel dans le secteur rouge et bleu. Donc, dans le contexte d'une crise en plein essor au Malawi, nous parlions également de comment sont organisées et adressées les différentes crises. Par exemple, nous pouvons mesurer sur l'un des districts, à travers l'analyse des données des travailleurs, de la production et différents problèmes de logement. Et nous avons pu également voir comment les personnes s'adaptaient aux différents changements. Et cela nous mène au point prochain, parce que c'est un système qui répond aux données. Et il est intéressant lui-même, mais ce n'est pas l'objectif. Ce qui est important est de savoir comment nous répondons aux données. Et ceci est complémenté par les actions d'une communauté qui développe également des plans d'action qui avaient déjà commencé au Malawi. Donc, nous avons pu parler des défis auxquels nous faisions face et des actions que nous pouvons réaliser pour les résoudre en comparant leurs témoignages avec nos données. Et en combinant toutes ces sources de données, nous allons générer différents plans d'action qui priorisent différentes interventions en détriment d'autres. C'est important parce qu'au niveau national, les différents ministères, par exemple celui d'éducation, de l'agriculture, ils faisaient des plans pour assurer différentes approches dans ce sens et dans cette même approche et avec le même objectif. Nous avons également des données, des réponses à ces services que nous avons pu générer à l'aide d'autres secrétariats des Nations Unies qui travaillent au Malawi. Et nous avons vu un principe comme l'accès aux services et la combinaison de ces données nous indique géographiquement la localisation
des différences sur le territoire. Nous avons pu rassembler différentes agences avec différentes approches. Et cela nous mène de nouveau au tableau que vous pouvez observer à droite, où nous voyons en principe comment cela fonctionne et comment il est possible de déplacer l'aiguille de cette mesure des cas plus graves en rouge aux cas plus simples en vert. Ce que nous voulons, c'est un provisionnement des services destinés particulièrement aux populations qui en ont plus besoin et que ces services puissent être adaptés en fonction des besoins dans chaque chose que l'on fait. Si cela ne marche pas, il faut pouvoir changer au fur et à mesure. C'est pour cela que ce système de suivi est nécessaire. Je vais m'arrêter ici. J'espère ne pas avoir dépassé le temps accordé, puisqu'il existe beaucoup de défis pour discuter dans ce contexte de développement. Je vous remercie beaucoup. Merci, Claire. Je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais tu as parlé des différentes plateformes que j'ai connues en Malawi, qui sont différentes initiatives qui aident à parvenir à une approche et une résolution des données beaucoup plus granulaire apportée par d'autres perspectives. Maintenant, nous allons passer à Mario, professeur associé d'économie du développement à l'Université de Florence. Tu vas nous illustrer à propos de l'approche territoriale, mais aussi à partir de l'expérience de la Chine. Tu vas utiliser ce que tu appelles l'approche multidimensionnelle. Merci beaucoup. Merci Edgar, c'est un plaisir d'être avec vous et avec les autres expositeurs. Je suis très contente de vos présentations. Comme on disait, je viens de l'Université de Florence et j'ai une grande expérience, surtout avec l'UNDP. Nous avons vu comment pouvoir analyser nos données au niveau du territoire en analysant différents phénomènes, non seulement la pandémie, mais aussi on a vu différents problèmes endémiques qui ne sont pas mondiaux, mais ils se rapportent à chaque contexte. On oublie parfois ces éléments, pas dans ces forums, parce qu'on se consacre surtout à ces sujets. Depuis l'expérience territoriale, en utilisant des éléments officiels et secondaires, nous avons pu voir, surtout par rapport à ce que l'expositeur qui m'a précédé a dit, c'est voir ces éléments et qu'est-ce que l'on peut faire avec. En utilisant ces données officielles, on a pu voir qu'il était important de voir dans des données secondaires parce que cela montrait comment on progressait dans le développement et dans la consécution des ODD. Il est important aussi d'incorporer la perspective locale et de la communauté parce que cela est central pour ce débat. Dans les années 70, on utilisait cela autrement pour la visée territoriale et au niveau local. Et notre attention est maintenant mise dans la pauvreté et d'autres problèmes des nations. Dans le cas de la Chine, par exemple, c'est un pays qui se trouve dans un carrefour. Et nous avons vu qu'il était important d'analyser ce qui avait déjà été fait.
et il faut voir aussi ce qu'il manque de faire. Alors, en prenant compte du développement durable, l'efficacité, la durabilité, nous avons vu qu'il n'y avait presque pas de données sur la participation. Les données étaient très limitées. Alors, nous avons dû faire confiance sur des éléments secondaires qui nous aidaient à mesurer les ODD. Alors, nous avons créé cet indice multidimensionnel d'harmonie qui a été très utile car il nous a permis de conjuguer le développement social avec le développement économique et nous baser sur le développement durable, le développement et l'inclusion dans chaque ville, en prenant compte aussi d'autres dimensions sociales et économiques. Je vais un peu plus vite parce que je vais compléter ma participation, mais c'est un peu l'idée, si vous pouvez lire ce que nous avons fait. On peut incorporer aussi ces dimensions on peut les rapporter avec les relier avec les ODD et voir où on peut créer les meilleures coalitions. Vous voyez qu'il y a l'égalité, l'instabilité du logement. Et on peut voir quelle est la situation et quelle est la stabilité de cette situation dans son avancement. Avec différentes sources aussi que nous avons utilisées comme l'annuaire statistique de la Chine et des éléments d'autres institutions qui sont secondaires. Nous avons pu voir aussi quels étaient les résultats parce que c'est une partie importante de l'analyse. Et nous avons pu voir par année quel a été le développement économique, comment était la stabilité économique, l'amélioration dans un domaine et dans un autre, et analyser la Chine comme un seul pays, mais un pays où, à l'intérieur de celui-ci, il y a beaucoup de différences au niveau des provinces, par exemple. Et en allant plus en profondeur et en analysant cela, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des grandes différences. Et si on voit l'avancement des ODD dans chaque département de la Chine et les différenciants dans les provinces ou dans chaque territoire, on voit des très grandes différences, ce qui indique que localiser les ODD devient très important et qu'il faut encore approfondir sur cette analyse. Depuis un développement humain, un développement économique, pour pouvoir voir quelle est la participation et d'autres problèmes que l'on laisse de côté. Alors, ce que nous avons fait en Chine, c'est d'essayer de pouvoir faire ces mesures. Il est intéressant de voir comment cela a évolué. Mais il manque d'évaluer certaines dimensions que l'on trouve dans des données secondaires seulement. Nous avons dû consulter d'autres experts pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces dimensions, la participation qui est venue par l'organisation des institutions, les relations sociales qui sont les centres et d'où part l'idée de participation et d'engagement avec l'avancée de ces développements. Et on voit que ce qui manque à développer, c'est l'ODS numéro 16. En utilisant ce même indicateur dans le territoire de Florence, nous avons pu voir comment cet indice pouvait s'adapter dans des révisions volontaires et locales avec l'aide de ce que nous avons fait avec la CNUD et le OCDE. La participation est fondamentale dans ces processus, dans cette transformation qui peut être
faites depuis les différentes agences pour refléter, pour montrer ce que nous faisons. Notre travail est de travailler sur un processus de participation en vue de l'agenda 2030 et depuis la mairie de Florence pour voir aussi les districts de Florence. Nous voyons comment engager les personnes, la société civile, pour qu'ils s'unissent dans cette discussion des ODD sur la constitution, les progrès que l'on fait au niveau de la région et pour pouvoir le faire. Pour pouvoir réussir à leur participation, il faut le faire au niveau local. Donc, comme réflexion finale, je voudrais parler de l'importance d'avoir des analyses multidimensionnelles parce qu'il y a beaucoup de différentes parties de la Chine qui se développent plus vite. On voit d'autres cas où cela n'arrive pas, comme par exemple l'inclusion sociale ou le développement écologique, la durabilité écologique. On voit maintenant qu'avec ces éléments, nous avons montré nos analyses avec une grande confiance en nous-mêmes, mais avant, ce n'était pas le cas parce qu'il faut disposer des données fiables. Sinon, on ne peut pas donner le soutien à une société qui n'est pas durable dans l'environnement. Ensuite, la disponibilité des données est très importante parce qu'au niveau local, il est plus important que jamais. Les expositeurs, moi-même, nous avons vu qu'il faut avoir ces éléments pour analyser si ces personnes ont pu avoir une prospérité et voir si l'on produit quelque chose qui reflète la vraie inclusion ou exclusion sociale. Et l'implication dans l'autre point des politiques, il est important d'analyser. On peut voir comment dans certains secteurs, il y a des questions comme l'inclusion sociale ou la durabilité environnementale qui ont été laissées de côté. Et il faut le faire pour que les gens forment partie du changement et du débat. On voit aussi comment là on a un reflet de beaucoup plus de limitations et de nouvelles dimensions qu'avant elles n'existaient pas. Merci Mario, à toi, aux autres expositeurs. On voit l'importance de la dimension territoriale dans l'exclusion et de l'analyse des données. Comment cela va porter atteinte aux citoyens et comment ceci est reflété dans l'implication dans le débat. Nous avons 9 minutes. Il nous reste 9 minutes pour continuer à développer ce débat. Monsieur Carlos César avait parlé particulièrement du niveau local et comment on pouvait aller au-delà des départements pour refléter le niveau municipal ou le niveau plus local. Je vous donne la parole si un des participants a une question, sinon moi je peux poser des questions à chacun des participants. Silvia or Giuliano, do you see any hand or any other question that Sylvia ou Mario, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous pouvez aussi parler ou poser des questions? Sinon, je vais avancer.
et aller avec chacun des participants. J'ai une question pour Carlos. Carlo, je veux te poser dans la même manière où j'ai posé une question à Heriberto. Je voulais te demander sur la crise et sur la participation en Europe en ce qui concerne les plans de récupération pour la prochaine génération européenne. Comment la qualité de vie territoriale peut être utile si l'on va discuter avec la Commission ou avec des gouvernements nationaux ou locaux? Comment on peut utiliser cette stratégie pour aborder des investissements dans les prochaines années ou mois? Si tu peux répondre en 1 minute. Je crois qu'en principe, il peut être utile faciliter un changement culturel dans ce sens. Même les plans de récupération, les investissements mènent à la création des conditions pour la productivité locale et ensuite, grâce à la réduction de la productivité locale, c'est direct pour générer un impact sur les vies des citoyens. Je crois que, en principe, on peut aborder certaines questions de vie qui ne sont pas directement liées à ce niveau. Les aborder depuis plusieurs dimensions et aussi dans le sens de la qualité, qui a été une question. La qualité de vie sur les territoires pourrait aider à identifier ces domaines où se trouvent les conditions de vie et qu'il ne s'agisse pas uniquement des facilitateurs, mais des conditions qui devraient être garanties à toutes les personnes qui habitent, par exemple les services publics, les biens publics. Il faudrait également valoriser tout ceci dans les mesures, parce que de cette manière, les conditions seraient générées afin que les personnes croissent, même dans le secteur économique. Ça, c'est ma réponse à propos de ce sujet. J'ai une question pour l'un des participants, Miguel, sur comment répandre les données aux citoyens, aux communautés, pour générer une propriété de l'agenda 2030. Qui veut répondre? Claire, Mario, Carlos? J'aimerais commencer et d'autres peuvent ajouter. C'est une très bonne question et on peut continuer à l'analyser pour établir un système. Il est important de consulter les personnes, ce qu'ils vont faire. Il est important aussi de commenter ce qu'ils font et quels sont les résultats sur cela. L'un des processus, c'est non seulement d'avoir les éléments avec les données, mais d'avoir au niveau local pour voir ce qui se passe. Cela veut dire de mettre en place et savoir si les indicateurs ont du sens et si cela engendre des changements. Les volontaires ont ces éléments et pour pouvoir mettre à jour le système en temps réel, ils ont beaucoup de tables, des graphiques, ils ont des représentations visuelles avec les données sur ce qui se passe pour pouvoir si les choses changent, pour avoir cette conversation sur le sujet dont tu parles. Merci. Mario, tu veux dire quelque chose? Je crois que tout ce dont on a parlé est essentiel. Il est important de compter sur ce qui peut générer de l'action, la collection de données et de nouvelles manières de collection, méthodes de collection des dates. Et les données n'auront pas de sens, mais elles ont un sens, mais elles ne sont pas suffisants si nous n'avons pas la capacité de consulter ces données
et de faire partie en tant qu'être humain de ces processus. Il est très important de combiner ces deux éléments et savoir qui voudrait faire ce type d'activité pour travailler au niveau global de développement. Nous avons besoin de plus de données depuis les sources, comme Carlos a dit tout à l'heure, et nous avons besoin de plus de données officielles. Il est évident qu'il y a un grand besoin d'acquisition de données, mais aussi de ressources et de données pour participer, en incluant les citoyens, afin de générer une société résiliente. C'est ce que nous faisons à la mairie de Florence, qui est une ville métropolitaine. Nous travaillons avec des personnes de différentes mairies, notamment des jeunes. Et ceci est important parce que le récit change également. Peut-être au Malawi, le récit pourrait être également changé, se centrer davantage sur les territoires et influer les types de services qu'ils reçoivent. Et également obtenir une plus grande responsabilité. Merci beaucoup. S'il n'y a plus rien à ajouter, on arrive à la fin de la session. Faire une synthèse de tout ce qu'on a dit est difficile, mais je voudrais ajouter quelques commentaires et réflexions. Tous les orateurs savent qu'il existe une inquiétude globale multidimensionnelle concernant les mesures du développement humain, de la planète, de la durabilité, de l'égalité et de la gouvernance. Dans le débat a tourné autour de ces indicateurs, des données. Comment contrôler l'engagement et les évaluations menées et aussi un suivi du processus et l'objectif principal de toutes ces méthodologies doit être clair et partagé et contribuer à l'amélioration des associations dans tous les niveaux, afin que nous ayons tous accès à tout cela et pour soutenir une approche humanitaire. Je parle à travers un réseau global, de développement global et international. Ceci est critique. Nous devons adopter des objectifs pour l'année 2050, mais nous devons également engager les personnes et les parties prenantes afin qu'elles aient accès à ces données. Il est impossible d'améliorer la planification au niveau local et national, mais aussi global, si nous ne disposons pas des informations adéquates et des données qui contribuent à l'amélioration de la prise de décision dans la réalité des personnes de notre territoire, pour garantir le contrôle et l'évaluation correcte et construire un système de génération de données plus solide qui intègre non seulement les capacités pour contribuer, sans lequel la contribution de l'aide de tous serait impossible. Nous devrions transformer le monde et encourager la transformation des données. Les contributions et les initiatives jusqu'à maintenant contribuent dans ce sens, mais nous devons les renforcer et travailler ensemble. Merci beaucoup. Nous avons fini cette session. Je crois que nous avons encore quelques secondes. Je voudrais féliciter vous tous et toutes et vous remercier de votre participation. Et aussi, je voudrais remercier les organisateurs de ce forum de développement économique local. Les prochaines semaines, nous continuerons de travailler sur ce sujet. Merci à tous. Juliano, merci à tous, toutes les personnes qui ont aidé. Je remercie les premiers orateurs, Carl Claire, merci beaucoup de vos contributions. J'espère vous revoir bientôt. Félicitations. Au revoir.